que ça va bien. Aujourd'hui, on est jeudi et j'ai plein de choses à vous dire. Guylaine Gagnon qui a fait une annonce pour le moins amusante. Également, une activité à Montréal qui se produit tout le long du mois de juillet qui pourrait en intéresser certains. Il y a le ministère de la Santé et une problématique de lobbyisme sur laquelle je vais vous informer. Et pour terminer, les Uber Files qui révèlent les pratiques quelque peu non éthiques de la compagnie. Ça a l'air que c'est une grosse journée sur le marché des joueurs autonomes. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Oui, effectivement, Gab, il se passe vraiment beaucoup de choses. Entre le temps qu'on s'est laissé hier midi et maintenant, en ce moment, il est 1h28, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu plus que 150 signatures, plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été dépensés, plusieurs transactions et des petites nouvelles avec les Canadiens. On vous revient avec tout cela après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, what's up avec Guylaine? Guylaine Gagnon a partagé sur son Instagram, en fait, la nouvelle qu'elle allait commencer un dating show sur YouTube. Fait que vous pouvez participer en fait. Si ça vous intéresse d'avoir du speed dating avec Guylaine, ça se fait. Faut juste que vous ayez plus que 18 ans, que vous envoyez quelques photos, une description de qui vous êtes et pourquoi vous êtes le prince charmant ou la princesse charmante, qui sait. Parce que Guylaine, tout ce qu'elle veut, c'est des gens majeurs, mais elle ne décide pas du genre nécessairement, c'est vraiment ouvert à tous. Vous avez juste à y envoyer un courriel au courriel guilainedate@gmail.com. Avec toutes ces informations-là, vous pouvez trouver la liste des choses requises sur son site guilainegagnon.com. Et c'est ça, on a bien hâte de voir les rencontres que Guylaine va faire parce que le choix de participants risque d'être pour le moins amusant et loufoque. Donc, bonne chance Guylaine pour trouver l'amour. Dans le fond, pour le mois de juillet, l'activité que je vous ai mentionnée tantôt, c'est dans le quartier gay que ça se passe sur Sainte-Catherine-Est, Saint-Hubert-Est et également sur l'avenue Papineau. Il va y avoir des boules disco partout, en fait, de 1 mètre de diamètre chacune. Il va y en avoir une soixantaine qui vont être accrochées sur les rues, dans tout le quartier. Ça va faire des lumières la nuit. Et il va y avoir aussi un grand dôme qui est la disco géodésique qui va être sur les rues Attacken et Wolfe. En fait, c'est un grand dôme, ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez trouver dans le parc Jean-Drapeau niveau design, mais avec des lumières de discothèque. Donc, c'est une genre de discothèque silencieuse, dit la ville. C'est fait par Fierté Montréal. Et vous allez pouvoir en profiter tout au long du mois de juillet pour ce qui est des soixantaines de lumières qui sont sur les rues. Et le dôme va fermer le 7 octobre. Donc, vous pouvez aller chiller là avec vos amis. Ça a l'air que le ministère de la Santé aurait des liens beaucoup trop serrés avec la compagnie Plaquette qui se spécialise en innovation technologique pour le domaine de la santé. En fait, c'est que Stéphane Brossard, qui est l'ancien directeur de l'innovation technologique pour ce ministère, a rejoint la compagnie Plaquette en tant que directeur et associé. Il a rejoint en fait Isabelle Girard, qui est une lobbyiste plutôt connue au Québec. Elle a participé à beaucoup de contrats agré-agré, 2 précisément en 2020 seulement. Les liens entre la compagnie sont évidents parce que lors du dernier colloque organisé par la compagnie en mai dernier, même le ministre de la Santé, Christian Dubé, est venu pour y tenir un discours. Également, l'ancien sous-ministre de ce même Christian Dubé a été recruté par la compagnie. Pour la rejoindre en tant qu'employé, ça fait plusieurs liens entre ces deux associations, le gouvernement et Plaquette, qui se fait sans appel d'offres et de manière beaucoup trop directe. Donc, on a hâte de savoir c'est quoi qui va se passer avec ça. Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Est-ce qu'il va pas en avoir? Parce que ça fait plusieurs employés du gouvernement qui quittent pour la rejoindre très peu de temps après avoir remis leur démission, à un point qu'on a l'impression qu'ils avaient rejoint l'association avant même de quitter le gouvernement. Les Uber Files ont été droppés dimanche, en fait, et ça l'explique toutes les techniques utilisées par la compagnie de transport entre 2014 et 2017 pour s'implanter partout à travers le monde. Malgré les manifestations des taxis qui trouvaient injuste le manque de réglementation sur les chauffeurs Uber
et l'excès de réglementation sur eux, en fait, ils ont quand même réussi, Uber, à s'implanter partout et il y a des raisons pourquoi. Les raisons seraient qu'ils donnaient des pots de vin à des économistes, à des politiciens et y allaient de techniques pour le moins agressives comme l'a déjà dit l'ancien dirigeant Travis Kalanick qui a quitté en 2017. Et vraiment, cette compagnie aurait utilisé des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, en plus de ne pas regarder les antécédents de ses chauffeurs, ni même du véhicule, savoir s'il est en règle pour ne pas blesser les clients. Il y a beaucoup d'informations dans les Uber Files qui ont été trouvées par The Guardians. En fait, c'est un ancien employé lobbyiste de Uber qui allait se charger des rencontres entre politiciens et la compagnie, entre autres, qui les a envoyés au magazine parce qu'il croyait que c'était son devoir, puisqu'il les détentait en fait. C'est une histoire qui confirme les speeches qui étaient vraiment comme partagés par des experts à l'époque que Uber s'est implanté ici même et partout ailleurs, mais qui étaient contredits par des économistes qui me semblent, maintenant que j'ai ces informations en main, beaucoup moins fiables qu'il me le semblait il y a quelques années. Merci d'avoir écouté le segment des nouvelles. Maintenant, Ahmed va vous en dire plus sur le marché des joueurs autonomes. Merci beaucoup, Gab. Oui, effectivement, bienvenue à la journée numéro 2 de l'ouverture des marchés des joueurs autonomes. Il s'est passé beaucoup de choses entre hier midi et aujourd'hui. Il y a eu plus de 150 signatures, plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été dépensés. Donc, je vais pouvoir vous parler de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal ainsi qu'à travers la Ligue. Donc, premièrement, pour le Canadien de Montréal, ils ont fait la signature de 2 de leurs recrues qui viennent de repêcher à la draft de 2022. Donc, c'est-à-dire, il y a Juraj Slafkovský qui a été signé à son contrat de recrue, ainsi que Philippe Mézard, qui est son compatriote et ami de jeunesse. Donc, les deux ont été signés et ça montre que l'intention du Canadien est de faire jouer ces deux jeunes-ci l'an prochain directement, ou peut-être Philippe Mézard dans la AHL, peut-être, mais est-ce que les deux vont pouvoir se retrouver sur un trio? Est-ce que vous voudriez avoir ça? Peut-être un trio Slafkovský, Mézard, peut-être avec Evans ou même Dak? Ce serait quand même intéressant. Donc, c'est à voir, est-ce que les deux pourraient être prêts? On sait que Slafkovský, on le voit maintenant pendant le camp de développement, qu'il est vraiment prêt physiquement. Vincent Lecavalier qui en a parlé, qu'il le voit comme étant déjà avoir un physique de la Ligue nationale. Vous l'avez vu sur le vélo stationnaire, comment il patinait comme... En fait, il allait comme un enragé, donc vraiment, c'est fun à voir qu'il est vraiment prêt pour la Ligue nationale. Ensuite, Kent Hughes qui va aller faire des signatures mineures pour Laval. Le défenseur Madison Bowie, un ancien des Capitals de Washington, lui qui a gagné la Coupe Stanley avec les Capitals en 2018. Et deux autres attaquants, donc Anthony Richard qui vient de Trois-Rivières et Mitchell Stevens qui est un ancien choix de deuxième tour avec le Lightning de Tampa Bay. Ensuite, on passe à travers la Ligue nationale. Donc, dans la Ligue nationale, vraiment, ce qui a vraiment fait la surprise de tout, qui a vraiment pris la journée au complet, c'est Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau, depuis qu'il a en fait hit le market, est-ce qu'il aurait signé avec les Devils? C'est ça que je vous avais parlé hier. Malheureusement, les rumeurs ont été fausses. Johnny Gaudreau qui va signer avec les Blue Jackets de Columbus. Vraiment, ça a pris la surprise de tout le monde. Personne ne s'attendait vraiment à signer avec les Blue Jackets. Ils n'étaient pas dans les runners pour gagner l'offre de Johnny Gaudreau. Mais ils signent avec les Blue Jackets pour 7 ans, une valeur de 68,25 millions de dollars. Incroyable. Ensuite, une transaction qui implique un autre joueur, c'est Brent Burns. Je vous avais parlé hier qu'il aurait été proche de se faire échanger aux Hurricanes, mais maintenant c'est fait. Donc, au moins pour cela, ça a été vrai. Ils ont acquis Brent Burns avec ainsi aussi l'attaquant Lane Peterson aux Hurricanes en retour de l'attaquant Stephens Lawrence, un jeune gardien du nom de Itu Makiniemi. Donc vraiment, on espère que son nom va être aussi bon au Scrabble qu'il est dans la vraie vie. Et ainsi qu'un choix de troisième tour conditionnel. Donc, les Sharks de San Jose qui vont retenir un tiers du salaire de Brent Burns, lui qui touche 8 millions de dollars jusqu'en 2024-2025. Et les Hurricanes qui n'ont pas encore terminé leur magasinage sont allés aussi chercher Max Pacioretty et ainsi que le défenseur Dylan Coghlan contre des futures considérations. Donc, en langage de hockey, ça veut dire absolument rien. Donc, Max Pacioretty qui s'est fait échanger contre Nick Suzuki et Thomas Tatar.
et ensuite se faire échanger pour rien. Donc le Canadien qui continue sur son trade tree d'être encore vraiment gagnant cette transaction. J'en ai parlé la dernière fois quand j'ai fait le survol des meilleurs joueurs américains par le Canadien de son histoire. J'avais appelé que le Canadien avait gagné ces transactions et qu'on allait voir si ça allait vraiment payer au long terme. On le voit que vraiment, on a gagné ces transactions. Ensuite, il s'est passé tellement de choses durant la journée que je pourrais passer toute ma journée ici à vous énumérer chacune des signatures, chacune des transactions, une après l'autre, mais je vais pas faire ça parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais bon, pour les fans de hockey, c'est Noël en juillet en ce moment. Il y a tellement de signatures. C'est vraiment le fun de voir de l'engouement en ce moment pour le changement dans la ligue. C'est vraiment le fun à voir. Et pour terminer, je vais juste vous montrer en fait les joueurs en ce moment qui sont encore libres en ce moment en termes de... En ce moment, il est 1h56 de l'après-midi, donc ceux qui sont encore disponibles. Donc les top 5 attaquants, Nathan Kadri, Phil Kessel, Dylan Strome, Nino Niederreiter, ainsi que Sonny Milano. Je vous ai parlé de Sonny Milano, j'aimerais ça voir avec les Canadiens parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent. C'est à voir à ce que le Canadien va signer. Ensuite, en défense, on a aussi John Klingberg. Bizarrement, pas encore signé. C'est sûr que je pense que pour John Klingberg, c'est plus une question qu'il demande beaucoup trop pour qu'est-ce qu'il doit vraiment. Piquet Subban, que beaucoup de fans du Canadien, en fait, c'est vraiment 50-50. Je pense que 50% des fans des Canadiens veulent le revoir. 50% du reste ne veulent pas le voir, ne veulent plus jamais le revoir de leur vie. Donc, c'est à voir. Est-ce que vous voulez revoir Piquet Subban à Montréal? Moi, c'était un de mes favoris quand il était avec Montréal. J'aimerais ça le revoir pour au moins un petit contrat, peut-être 1 million, peut-être 950 000. Who cares pour 1 an. Ensuite, Calvin DeHaan, Jack Johnson et Victor Médé, qui est un agent libre en ce moment. Donc, est-ce que le Canadien va pouvoir le reprendre pour Laval? Lui qui avait pas trop aimé, qui avait quand même aimé son parcours avec Laval, je trouvais, avec Joël Bouchard. Donc, est-ce que ça va voir si Victor Médé va retourner avec le Canadien? Peut-être. Who knows? Ensuite, j'ai juste des petites statistiques. Je vous ai parlé tantôt qu'il y a eu au moins 150 signatures depuis hier. Voici un topo de ce qui est arrivé depuis hier. Ici, j'ai pris une capture d'écran de Cap Friendly en date, c'était hier à peu près vers le soir. 153 signatures ont été effectuées d'ici ou maintenant à 2 heures. On parle de peut-être 160, 170 signatures, peut-être un peu plus que ça. Nombre d'années, on parle de plus de 300 années de signatures données. Cap hit de 270 et plus. Et une valeur totale des contrats de 916 millions de dollars. Donc, c'est à peu près quasiment 1 milliard de dollars qui a été dépensé sur tout le long terme des contrats depuis hier à midi. Donc vraiment, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment Noël en juillet, comme j'ai dit, pour les directeurs généraux et pour les fans de hockey. Merci beaucoup d'avoir suivi ce segment pour le bulletin de nouvelles. Merci beaucoup d'avoir suivi cela. N'hésitez pas à laisser un j'aime de cette vidéo, à partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous rendre sur la description de cette vidéo pour aller voir nos différents social media ou même aller voir nos différentes vidéos sur notre page YouTube. Passez une très belle fin de journée.